La Sven est très heureuse de vous accueillir ce matin pour vous parler de nucléaire et de climat. Ça, je pense que vous êtes au courant du thème qui nous rassemble. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Jean-Guy Devezot et je suis le président de la section technique 8, qui est la section technique économique, que je vais resituer dans le travail qu'elle a fait, qui va vous être présenté aujourd'hui. Ce travail s'inscrit dans le cadre des discussions actuelles qui font suite à tout un ensemble d'événements qui va être rappelé par Valérie Faudon tout à l'heure. Donc, très brièvement, avant de vous présenter un teaser qui va introduire le rapport dont nous allons parler aujourd'hui, avant d'introduire les orateurs, petit détail technique, la matinée va être à la fois et en français et en anglais, puisque Michael Schenberger parle un peu le français, mais peut-être pas complètement. Donc, nous disposons d'une cabine de traduction qui pourra traduire dans les deux sens. Voilà. Avant donc de rentrer plus avant dans le vif du sujet, nous allons vous passer un petit teaser introductif de ce rapport de la Sven. C'est à moi de le lancer. Je ne sais pas. Voilà, il va. Urgence climatique, peut-on se passer de l'énergie nucléaire? C'est donc le thème qui nous réunit ce matin. Je vous disais que la Sven a produit récemment 3 autres rapports qui s'inscrivent dans le contexte général sur lequel je ne vais pas être long. Vous connaissez tous le contexte. La COP21 déclinée en France notamment par la loi de transition énergétique et de croissance verte, avec ce qui est en discussion actuellement, la stratégie nationale bas carbone qui alloue les quantités d'émissions de gaz à effet de serre par secteur de l'économie, et surtout la programmation pluriannuelle de l'énergie qui est en cours de discussion, le débat du début de cette année, et un rapport qui sera soumis à discussion normalement, que le gouvernement devrait rendre public à la fin de ce mois d'octobre. Il y a bien évidemment ce qui est un événement récent et majeur, c'est le dernier rapport du GIEC qui nous sera présenté tout à l'heure, et puis la préparation de la COP24 à Katowice. Dans cette perspective, dans ce contexte, la Sven a donc produit déjà 3 rapports qui ont été, je pense, relativement lus, analysés et commentés, que vous pouvez trouver sur le site de la Sven. Le premier donc, a été préparé par la section que j'anime, c'est la section économique. Il porte sur les coûts cash du nucléaire existant. Et il montre que ces coûts sont tout à fait réduits, puisqu'ils sont de l'ordre de 35 € par mégawattheure, c'est-à-dire qu'ils sont absolument imbattables du point de vue de la compétitivité par rapport à tout autre moyen en développement. C'est le nucléaire existant qui est de loin le moins cher. Ensuite, un autre rapport, toujours par la section 8, qui porte, lui, sur un enjeu majeur, c'est les coûts du nucléaire de 3e génération, après les grosses difficultés de construction de ce nucléaire en Europe notamment. Nous en savons quelque chose en France, donc la question qui se posait, c'était est-ce que ces coûts devront continuer à être orientés à la hausse, à être très élevés? La réponse très argumentée de ce rapport de près de 100 pages est que non, il y a des tas d'actions qui sont mises en œuvre aujourd'hui, et on essaye de montrer que les combinatoires possibles entre les réductions de coûts de construction et d'autres
Réduction de coûts, notamment des aspects financiers et organisation du financement, et réduction des risques de marché peuvent permettre de penser très raisonnable des réductions de coûts d'au moins 30%, voire plus. Enfin, un rapport sur la place du nucléaire dans le mix français et le mix européen. L'enjeu, très clairement, pour nous, c'était de regarder les conséquences de vitesse plus ou moins rapide d'atterrissage du nucléaire français vers les 50%. Donc, on a montré que c'était peut-être pas économiquement la meilleure solution. Et puis, ce rapport a permis de montrer aussi le rôle tout à fait significatif que le nucléaire joue pour accompagner le développement des ENR variables en France et en Europe. Nous ne sommes pas du tout les seuls à l'avoir fait. D'autres comme l'IDRI l'ont fait avec Agora Energiewende en Allemagne. Et il y a d'autres rapports, par exemple aussi d'EDF ou de RTE, qui montrent des résultats très significatifs en la matière. Ce qui montre qu'au plan européen, le nucléaire et les ENR sont très complémentaires. Et nous sommes maintenant à l'étape de publication de cette 4e note qui se synchronise avec la publication du rapport du GIEC. Cette note est différente des 3 premières, puisque les 3 premières, on a voulu les inscrire dans notre rôle de société savante. Donc c'est vraiment, en tout cas, ce pourquoi je milite fortement dans le cadre de notre section technique. On est là pour faire de l'économie, donc je pense que nous en faisons. Après ça, la SFEN, bien sûr, diffuse ses notes, les commente même. Cette note-ci, elle est préparée dans une logique un tout petit peu différente. C'est que la SFEN, les équipes de la SFEN n'ont pas les sections techniques, y ont beaucoup travaillé. Et ces équipes-là qui ont synthétisé beaucoup d'informations, qui est d'ailleurs précisément citée dans la note, avec le concours de ma section et puis de la nouvelle section, la ST15, qui est la section nucléaire et énergie renouvelable, qui a aussi beaucoup contribué, sachant que certains dans cette salle aussi ont beaucoup contribué à cette note, et on les en remercie. Le déroulé de cette courte matinée va être le suivant. D'abord, une présentation de ce document que vous avez tous pu prendre en rentrant dans cette salle, puis une intervention de François-Marie Bréon qui se présentera et qui nous parlera du rapport du GIEC, et ensuite une présentation de Michael Schellenberger qui vous donnera un certain nombre d'aperçus, notamment des aperçus nationaux des questions de nucléaire et de climat. Et ensuite, nous aurons une discussion avec vous, la salle. Voilà, Valérie, la parole est à toi. Bonjour à tous. Le rapport du GIEC, paru la semaine dernière, nous dit que l'objectif de 1,5 degré qui avait été fixé pour 2100 par la conférence de Paris il y a 3 ans sera atteint entre 2030 et 2050. Donc tout laisse à croire aujourd'hui que le monde est en train de perdre la bataille climatique. 3 ans après la COP, les émissions n'ont pas cessé d'augmenter, au niveau mondial, elles ont vraiment repris en 2017. Et en France, on a eu 3 années consécutives d'augmentation des émissions de CO2. Donc nous sommes convaincus à la SFEN qu'aujourd'hui, le nucléaire est un moyen utile et indispensable pour lutter contre le réchauffement climatique. Et ce que nous avons voulu faire, c'est faire une revue des études actuelles qui existent, des études que nous avons identifiées avec les sections qui sont des études qui ont fait l'objet de revues de pairs, donc qui nous semblent sérieuses et qui nous aident à comprendre le rôle du nucléaire dans la lutte contre le réchauffement climatique. Donc la France, au niveau climatique, s'est fixée une double ambition. Elle a une ambition nationale qu'elle s'est fixée avec le plan climat et aussi avec la PPE, puisque en novembre 2017, le gouvernement a dit que le climat serait la priorité de la PPE. Donc une ambition nationale tout d'abord, et puis une ambition internationale, puisque évidemment nous sommes le pays qui avons négocié l'accord de la COP21, mais depuis la France a eu des expressions fortes pour défendre l'accord et pour défendre la lutte contre le réchauffement climatique. C'est aussi un grand pays nucléaire, donc c'est intéressant de comprendre le rôle du nucléaire à la fois au niveau français,
dans nos objectifs climatiques, mais au niveau international. Donc c'est l'objectif réellement de ce rapport. Donc je vais vous faire une overview, on dit comme en anglais, des principales études qui sont citées dans ce rapport. Et puis bien sûr, je vous pointerai les éléments dans le rapport où vous pouvez en trouver plus. Alors le premier point qu'on a souhaité faire dans ce rapport, alors ça peut vous paraître surprenant parce que je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est évident que le nucléaire est une énergie bas carbone, mais on est toujours en débat là-dessus. Pour vous donner un exemple, le chiffre qui a été cité lors du groupe des 400, lors du débat sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, donc au mois de juin, a cité un chiffre de 66 grammes de CO2 au kilowattheure. Donc, il nous a paru utile de faire une revue de littérature sur ce sujet. Et je voudrais remercier Denis Lebouche, qui est dans la salle là, qui nous a énormément aidé là-dessus, parce que c'est le grand spécialiste sur le sujet. Donc, le premier point, c'est que d'abord de rappeler qu'il y a une méthode aujourd'hui consacrée, quelles que soient les industries, toutes les industries utilisent la même méthode. C'est la fameuse méthode d'analyse du cycle de vie, la méthode ACV, qui est même devenue une norme ISO au niveau international, donc qui permet de calculer les émissions, non seulement évidemment pendant la production, mais aussi à la construction d'installations, à son démantèlement, mais aussi le combustible, voilà, sur tout l'ensemble du cycle de vie. Donc la référence mondiale sur les émissions, c'est évidemment le GIEC, qui dans son rapport, donc c'est le rapport 5, c'est le rapport de 2014, a publié la médiane des études qui existent dans le domaine. Donc vous voyez à la fois les émissions directes et les émissions indirectes. Et donc ce que dit le GIEC, c'est que le nucléaire est à 12 grammes par kilowattheure, donc à peu près au même niveau que l'éolien. Vous voyez, sous le photovoltaïque est clairement considéré et reconnu comme une des sources d'énergie bas carbone dans le monde. Donc en France, en fait, il existe des études spécifiques à la France, donc on en recense 3. Et en France, donc, on considère que les émissions sont plutôt dans la fourchette basse parce qu'une des raisons, c'est que l'électricité bas carbone est utilisée pour l'enrichissement d'uranium. Voilà. Donc, il y a 3 études avec des chiffres différents. Donc, on a jugé utile aussi donc, de recenser les études qui sont parfois citées et qui ne suivent pas donc, ces méthodologies. Et on a fait donc un commentaire méthodologique sur ces études, dont la fameuse étude 66 grammes. Donc, vous trouverez ces commentaires dans le document. Donc ça, c'est la partie 1 de la note. La partie 2 de la note, donc on a recensé les études qui, pour nous, montrent l'efficacité de l'énergie nucléaire à réduire les émissions de CO2. Alors, il y en a une première qui est les émissions évitées. Donc, très souvent, quand on discute dans les débats de l'efficacité du nucléaire, on entend « mais oui, mais le nucléaire, c'est 2% de l'énergie mondiale ». Donc ça, on l'entend beaucoup, donc ça ne sert à rien. Alors, débat, ce n'est pas 2%, c'est 4%, mais ce n'est pas la bonne métrique. La métrique d'efficacité à lutter contre les gaz à effet de serre, c'est évidemment combien vous contribuez à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est vraiment les émissions de CO2 évitées. Donc, il y avait eu un premier travail de fait par l'Agence internationale de l'énergie, je pense que c'est World Energy Outlook en 2014. Et là, donc, on cite l'AIEA, qui vient de publier de nouveau au mois de septembre. Donc, c'est une méthodologie assez simple. Depuis 1970, ils imaginent, si le nucléaire n'avait pas existé, ils ont fait le même travail avec l'hydro. L'hydro, c'est le bleu clair et le nucléaire, c'est le bleu foncé. Si le nucléaire n'avait pas été là, il aurait été remplacé par un mix d'énergie qui correspond au mix de l'année considéré. Voilà. Et donc, ils font le calcul de cette façon. Donc, vous voyez que le nucléaire, le premier à avoir évité énormément d'émissions, c'est l'hydro, le bleu clair. Mais le nucléaire a aussi été donc, le deuxième contributeur pour éviter des émissions, puisqu'il a évité à peu près l'équivalent donc, de 5 années d'émissions du secteur électrique. Donc, c'est une vue à peu près conservative. Alors pourquoi c'est conservatif? C'est que quand le nucléaire a été déployé dans ces années-là, il n'a pas été déployé pour éviter les émissions de gaz à effet de serre. S'il avait été déployé pour ça, il aurait été déployé en priorité pour se substituer au charbon. Donc ça veut dire que si on déployait le nucléaire spécifiquement pour se substituer au charbon, évidemment, on aurait un effet de réduction des émissions bien supérieur. Une petite remarque, clin d'œil, vous savez, je ne sais pas si d'entre vous sont reçus hier soir la newsletter de Bill Gates, mais il a fait un quiz sur le climat.
Et dans le quiz, donc il y a 5 questions. Il y a une question qui est de dire combien, quand on remplace une centrale à charbon par une centrale nucléaire, combien on évite d'émissions et à quoi ça correspond si on compare avec changer des voitures à essence contre des voitures électriques. Et ben, c'est 2,5 millions de voitures. Alors évidemment, il faut voir comment il a calculé, mais donc c'est un outil de ce point de vue-là extrêmement puissant. Alors, deuxième étude. Alors ça, c'est tout simplement les émissions des pays européens au kilowattheure. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit qu'à l'exception de la Norvège, qui est complètement hydroélectrique et qui a des ressources exceptionnelles, les 3 pays les moins émetteurs en Europe, Suède, France, Suisse, et tous les 3, ils combinent nucléaire et renouvelable. Donc, on peut dire aujourd'hui que les rares pays, et alors ça, c'est au niveau européen, mais au niveau mondial, même, ils se comptent sur le doigt de la main, les pays qui ont complètement décarboné leur électricité. Donc, quand ça s'est passé, c'est soit que de l'hydro ou de l'hydrogéothermie, typiquement Islande, Costa Rica, soit cette combinaison de nucléaire et d'hydro. Alors, vous voyez, je ferai une remarque en passant, que vous avez des pays dans cette liste qui ont un gros pourcentage de renouvelables. Je pense au Portugal, au Danemark ou à l'Allemagne. Et pour autant, et ça tient à la nature de leur mix, ils ne sont pas justement dans les pays de tête et ils ont des émissions aujourd'hui assez élevées. Troisième étude, donc là j'emprunte à Michael en fait, qui lui cite souvent aussi. Donc c'est une étude qu'a fait James Hansen. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est une étude sur le rythme de décarbonation. Donc la façon dont c'est fait, c'est que sur un certain nombre de programmes de déploiement nucléaire renouvelable qui ont été menés depuis les années 70, ce qui a été calculé, c'est l'augmentation nette de la production décarbonée par habitant et par an. Donc c'est vraiment la métrique qui est utilisée. Combien d'électricité bas carbone je produis en plus par habitant par rapport à l'année dernière. Donc vous voyez qu'on a un résultat extraordinaire, en particulier pour le programme nucléaire suédois, qui a donc été déployé, enfin là c'est sur la période 76-86, mais au total, il a été déployé sur 20 ans. Et en 20 ans, la Suède a fait baisser ses émissions de CO2 totales par habitant de 75%. Donc c'est la performance la plus remarquable recensée, qui a été donc réalisée grâce à un déploiement de centrales nucléaires. Voilà sur l'efficacité du nucléaire, donc qu'on a recensé à partir de ces 3 études. On a aussi travaillé dans l'autre sens, c'est-à-dire regarder les pays qui avaient, connu pour différentes raisons des mises à l'arrêt de centrales nucléaires ces dernières années et voir ce qui s'était passé. Parce que très souvent, ça ne vous a pas échappé, le discours, c'est qu'il faut arrêter les centrales nucléaires pour les remplacer par des renouvelables. Donc on a regardé précisément ce qui s'était passé donc sur 3 pays, donc aux États-Unis à gauche, au Japon au milieu et puis en Allemagne. Alors pourquoi ces pays sont particulièrement intéressants ? C'est pour 2 raisons. D'abord parce que ce sont des pays extrêmement riches. Donc on peut dire que dans ces 3 pays, l'argent n'est pas un problème pour mettre en place un programme. Et puis, deuxième point, on peut dire aussi que dans ces pays, ils ont accès à la meilleure technologie du monde. Donc, aux États-Unis, donc, on voit le phénomène de remplacement des centrales nucléaires par des centrales à gaz. Donc, je pense que Michael en parlera, d'autant plus sur la Californie, puisqu'il vient de Californie. Donc, on a recensé donc 3 cas dans la note. Le premier cas, c'est la fermeture de San Onofre en 2012 en Californie, suivi de la centrale de Vermont-Yankee dans le Vermont, donc en 2014. Et plus récemment, Oyster Creek, en New Jersey, qui vient de fermer. Donc, sur les 2 premiers cas, donc 2012-2014, donc Californie-Vermont, on voit que très clairement, et on vous a mis nos sources dans l'année suivante, une augmentation de la production d'électricité à base de gaz. Et aussi, bien sûr, une augmentation des émissions. Alors, sur Oyster Creek, évidemment, elle vient de fermer, donc on ne peut pas recenser ça, mais ce qu'on voit, c'est évidemment la mise en service d'une centrale à gaz dans l'État du New Jersey, ainsi que la planification d'une nouvelle centrale à gaz, qui va correspondre à la fermeture d'une autre centrale nucléaire dans le New Jersey.
qui est Pilgrim et qui est déjà planifié. Alors, l'État du New Jersey, je pense que Michael en parlera, enfin, c'est quand même un bon exemple, puisqu'ils ont décidé de mettre en place un programme de soutien pour les autres centrales nucléaires qu'ils ont encore, justement à des buts d'éviter une augmentation des émissions de CO2. Un autre exemple, le Japon, donc évidemment après 2011, la mise à l'arrêt progressif des centrales nucléaires, un nouveau plan, une rénovation de leur système de contrôle avec de nouvelles règles de sûreté, un nouveau programme pour le démarrage qui prend énormément de temps. Donc, entre-temps, augmentation très forte des imports de charbon et de gaz. Le Japon, vous le savez peut-être, est le premier importateur mondial de LNG. Donc, ce qu'on a vu récemment, c'est des plans présentés par les électriciens japonais pour développer de nouveau le charbon, puisqu'ils considèrent que le charbon, c'est pilotable, c'est pas cher, ne pose pas de problème fort d'indépendance énergétique. Donc, malgré ça, le gouvernement japonais a confirmé l'objectif de 20% de nucléaire en 2030, mais aujourd'hui, on est toujours, alors qu'on était à plus de 25% d'électricité bas carbone avant 2011, on est toujours sous la barre des 10% d'électricité bas carbone au Japon, ce qui met l'émission par tête au Japon à 10 tonnes par habitant et par an, donc plus du double de la France. Donc l'Allemagne, elle est vraiment énormément couverte aujourd'hui par la presse. Il y a énormément d'articles sur l'Allemagne, donc je ne dirais donc pas grand-chose. Vous trouverez évidemment dans la note, on a recensé les derniers éléments. Le point important à avoir en tête, c'est qu'ils investissent chaque année donc 25 milliards d'euros par an. Donc il y a un réel effort financier avec un vrai support de l'opinion publique derrière ce programme. Et je dirais que c'est quand même relativement courageux puisqu'ils payent leur électricité extrêmement cher pour ça. Et puis donc des résultats extrêmement décevants puisque l'Allemagne n'atteindra pas ses objectifs climatiques en 2020, représente toujours un quart des émissions européennes. Et dernier point, toujours 40% à peu près de son mix électrique avec des centrales à charbon. Alors, deuxième point, donc ça, on a emprunté Environmental Progress. Donc, c'est un calcul réalisé avec, donc, je crois que c'est 5 centrales nucléaires fermées aux États-Unis sur ces dernières années, et la production perdue d'électricité bas carbone. Et vous voyez qu'elle correspond exactement à la production solaire aux États-Unis. Ça veut dire que globalement, tous les efforts de développement solaire aux États-Unis n'ont pas du tout ont été complètement cannibalisés en fait par la fermeture des centrales nucléaires. Donc au lieu de s'additionner, ça se substitue l'un à l'autre. Dernier exemple, donc un exemple qui nous est extrêmement proche, c'est le scénario HOME, qui est du bilan prévisionnel RTE, qui donc a étudié les conditions de l'atteinte de l'objectif de 50% nucléaire en 2025. Donc, ce sont des chiffres qui ont été publiés en novembre de l'année dernière. Donc, c'est écrit en petit, mais on a voulu montrer le rapport direct. Donc, pour dire que, comme vous vous en rappelez, pour atteindre 50% de nucléaire en 2025, ça veut dire pour la France de garder ces 4 centrales à charbon, mais aussi de mettre en ligne 11 gigawatts de centrales à gaz, qui correspond à peu près à une vingtaine de nouvelles centrales à gaz. Donc c'est suite, si vous vous en souvenez, à ce rapport qui laisse entendre qu'on allait augmenter nos émissions de CO2 si on restait sur cet objectif de 2025, que le gouvernement a décidé à cette époque de reporter l'objectif à une date ultérieure, et on attend toujours de savoir quand. Voilà. Donc, point 4. Alors, le point 4, on a regardé un petit peu les scénarios mondiaux de décarbonation des principales grandes institutions. Donc, vous verrez principalement l'Agence internationale de l'énergie, qui pour nous reste la référence, puisqu'il y a tous les pays de l'OCDE qui signent, y compris des pays qui ne sont pas pro-nucléaire du tout, et puis l'Union européenne, pour les mêmes raisons. Alors ça, c'est un rapport qui vient de sortir, en fait, qui était en mai 2018, qui, en fait, a été publié par l'AIE sur de quelles technologies on a besoin pour atteindre les objectifs. Donc, vous voyez qu'ils avaient recensé à cette époque 38 technologies. Et globalement, ils ont dit que seulement 4 technologies étaient en ligne avec leurs objectifs.
Alors, vous voyez en particulier, donc, il y a le solaire, les voitures électriques, etc. Et dans les technologies qui n'étaient pas à cette époque-là en ligne avec les objectifs, donc j'attirerai votre attention sur deux. Évidemment, le nucléaire. Alors, nucléaire, c'est pas un point rouge, hein, c'est more efforts needed, hein, puisqu'on n'est pas aux objectifs aujourd'hui recommandés par l'AIE en termes de développement du nucléaire pour pouvoir jouer notre rôle dans les scénarios qu'ils ont. Et puis aussi un autre, on va en reparler, qui est le CCS. Alors pourquoi ces deux-là ? C'est qu'en fait, l'année dernière, l'AIE a organisé 2 séminaires gouvernementaux, justement pour s'inquiéter, réfléchir sur ces 2 technologies-là. On a vraiment besoin de ces 2 technologies, donc il faut mettre en place quelque chose. Et ces 2 technologies, c'était justement le nucléaire et le CCS. Donc la réunion sur le nucléaire a eu lieu au mois de mai à Paris. Donc voilà le scénario AIE aujourd'hui. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, parce qu'on avait publié à cette époque, et bien sûr vous vous souvenez de ce qu'on avait publié, mais à l'époque de la COP21, le scénario 2DS, donc 2 degrés de l'AIE, il disait qu'il fallait décarboner l'électricité à 80% en 2050. Donc aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Hein. Donc il y a 2 scénarios qui ont été publiés en juin 2017, et vous voyez que ces scénarios, ils vont beaucoup plus loin, puisqu'ils décarbonent complètement l'électricité. Donc il y a 2 scénarios différents. Donc le 2DS, c'est de mémoire 2 degrés en 2100, et le Beyond 2DS, c'est 1,75 degrés en 2100. Vous voyez qu'il y a une part de nucléaire importante, hein, qui, comme la fois dernière, on voit un doublement de la production nucléaire entre maintenant et 2050, ce qui est un challenge pour l'industrie. Hein. Donc, évidemment, plus on est exigeant, plus on a besoin de nucléaire. Donc, dans le cadre du scénario Beyond 2DS, on va jusqu'à 15% de nucléaire en 2050. Alors, en pointillé, vous voyez, c'est le CCS. Voilà. D'où l'importance stratégique de pouvoir tenir les objectifs à la fois sur le nucléaire et le CCS. Alors, un autre scénario, donc celui-là, il nous tient particulièrement à cœur, puisque vous savez que notre note 3, comme l'a rappelé Jean-Guy, on a travaillé sur le modèle Prime. Donc, le modèle Prime, donc ça, c'est le scénario ECO 2030. C'est un scénario qui suit complètement les objectifs de la Commission européenne en termes d'objectifs de décarbonation et de diminution des gaz à effet de serre, mais aussi en termes de pourcentage de renouvelables dans le mix électrique. Donc vous voyez que ce scénario donne bien 21% de nucléaire au niveau européen en 2050, dont 40 gigawatts en France. Et c'est là-dessus que s'appuie en particulier notre note sur les scénarios, notre note 3, et aussi la recommandation qu'on a faite à cette époque-là, qu'il fallait donc commencer à renouveler le parc nucléaire entre 2030 et 2050 pour justement être capable d'avoir cette capacité en ligne en 2050. Alors, la dernière partie du rapport, on a voulu regarder qu'est-ce qu'on avait un petit peu trouvé sur quel était le potentiel du nucléaire à jouer un rôle finalement supérieur et encore plus important pour décarboner. Donc, le premier élément qui pour nous est extrêmement important, on entend souvent oh, vous voulez mettre du nucléaire partout. En fait, ce n'est pas du tout l'enjeu. Parce que quand on regarde cette carte, qu'est-ce qu'elle donne ? Cette carte, elle donne les émissions par différentes zones géographiques. Il y a un truc qui est relativement frappant, c'est que toutes les grandes bulles que vous voyez sur cette carte, que ce soit les États-Unis, l'Europe, le Japon, la Russie, la Chine et l'Inde, elles ont toutes le nucléaire. Donc le point vraiment important aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement que tous les pays fassent du nucléaire. Le point vraiment important, c'est que les pays qui l'ont aujourd'hui soit renouvellent leur parc, soit vont jusqu'à développer leur parc de manière plus importante. Alors sans surprise aussi, les principales grosses bulles sont des pays charbonniers. Et pour nous, le nucléaire, c'est clairement l'alternative au charbon. On en a parlé tout à l'heure. Alors pourquoi ? C'est qu'il rend les mêmes services au réseau, il est disponible 24 heures sur 24, il produit de l'électricité de manière massive et il ne pose pas non plus de problèmes géopolitiques, puisque vous savez, le nucléaire, c'est une partie très faible du prix de l'électricité et il est extrêmement bien distribué dans le monde, en particulier avec la moitié des réserves sur les pays OCDE. Le premier réserve du monde, c'est l'Australie.
Donc c'est une excellente alternative au charbon. Donc ça, c'est un document qui a été publié par l'IDRI, c'est un travail qui a été fait avec un certain nombre d'experts. C'est un rapport qui s'appelle, alors il est en anglais, mais il s'appelle « Sortir du charbon » en fait, ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est la Chine. Et donc c'est un travail qui a été fait avec les experts chinois. Donc vous voyez que dans le plan de réduction des émissions chinoises, vous avez aussi une part très importante de nucléaire. Donc la partie gauche, c'est le NDC qui a été remis par la Chine, et puis la partie droite, c'est un scénario de décarbonation profonde qui a été fait par justement les experts chinois avec qui a travaillé l'IDRI. C'est l'université de Tsinghua en Chine. Donc la Chine prévoit aujourd'hui d'avoir 110 réacteurs nucléaires en 2030, et je crois qu'ils révisent leur plan quinquennal en 2019, donc on verra justement comment ils s'adaptent par rapport à ces objectifs-là. Donc on cite dans le rapport d'autres exemples, donc je ne développerai pas ici. Donc on parle de l'Inde, on parle de la Pologne. Hier matin, il y avait à Paris le vice-ministre de l'énergie polonais, qui est aussi président de la COP24. Et donc justement qui parlait de la volonté de la Pologne de développer ce programme nucléaire. Et un point extrêmement important, ce qu'il disait, c'est qu'il s'agit non seulement de décarboner, mais il s'agit aussi évidemment de dépolluer l'air. Et sur les 40 villes les plus polluées en Europe, il y en a 30 en Pologne. Enfin, c'est vraiment un point extrêmement important pour la Pologne. Alors ce slide, il est particulièrement bien, et bon, je vais le commenter, mais si Jean-Guy veut le développer, je trouve qu'il l'a dit tout à l'heure, du rôle du nucléaire français pour décarboner les autres pays en Europe, qui se joue à deux titres. Le premier, c'est que vous savez qu'on exporte de l'électricité bas carbone, on exporte à peu près 10% de notre production vers des pays qui sont tous, à part la Suisse, plus carbonés que nous, et parfois très carbonés, puisqu'on a parlé de l'Allemagne, c'est le cas. Mais on joue un rôle aussi d'équilibrage du réseau européen, qui ne se voit pas forcément dans les exports, parce que quand on regarde les exports à l'année, on voit les exports nets. Or, il y a des échanges toute la journée, et à ce titre, on permet le développement des renouvelables, à la fois en France, mais aussi chez nos voisins. Donc ça, c'est une étude qui est de l'IDRI et d'Agora Vendor, qui est parue en début d'année, en février-mars. Voilà. Donc, elle rencontre cette étude justement du rôle du nucléaire français dans le mix électrique européen et dans les émissions européennes. Donc, ce que vous voyez, c'est les émissions à gauche aujourd'hui, en 2015. Au niveau européen, vous voyez le scénario étudié, enfin le scénario de référence, qui est la baisse des émissions, qui est la petite colonne bleu clair. Donc après, vous avez des scénarios de baisse du charbon en Allemagne, avec une augmentation des ENR, avec donc les ENR à 50 et les ENR à 60%, donc c'est les fameux moins 34 millions de tonnes de CO2. Et vous avez aussi deux hypothèses de nucléaire bas et de nucléaire haut en France. Et vous voyez qu'avec un nucléaire haut, on évite 66 millions de tonnes de CO2 au niveau européen. Et donc, je ne vais pas te faire un commentaire, Jean-Guy, mais c'est exactement ça dont ça rend compte. C'est-à-dire quand vous avez une baisse de la production intermittente en Allemagne, elle est compensée partiellement par du nucléaire français, et ce rôle est joué. Et d'autant plus facilité par la flexibilité du parc, qui peut donc baisser ou monter de 80% en 30 minutes. Voilà, donc voici pour l'étude. Donc, suite à cette étude, donc, la SFEN a fait 4 recommandations, donc 2 recommandations au niveau national et 2 recommandations au niveau international. Donc, au niveau national, on reprend en fait déjà ce qu'on avait dit sur la note 3, qui est le pilotage de manière prudente de notre mix électrique pour ne pas être acculé à pouvoir développer à court et à moyen terme des centrales à gaz. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait dit, donc d'abord on avait parlé d'une incertitude entre maintenant et 2030 qui était liée à 3 sujets: la stratégie de nos voisins européens, la possible augmentation de la consommation électrique, et puis, 3e sujet, le rythme de déploiement des solutions alternatives. Alors ça, c'est à court terme d'ici 2030, mais à plus long terme, il y a la question du renouvellement du parc et de pouvoir le préparer de manière à ne pas être acculé à déployer rapidement des moyens alternatifs gaz.
Le deuxième point, c'est tirer parti de notre électricité bas carbone pour décarboner le quotidien des Français, et principalement dans les transports et l'habitat, qui sont les deux secteurs les plus émetteurs en France et dont les émissions continuent à augmenter. Donc pour nous, l'électricité aujourd'hui, les solutions électriques, alors c'est plus le travail que fait l'UFE que notre travail, même si notre section nucléaire et renouvelable travaille avec l'UFE sur ce sujet. C'est que les solutions électriques aujourd'hui existent, elles sont disponibles, elles sont même souvent, elles apportent des bénéfices additionnels en termes de confort, de facilité d'usage pour les utilisateurs, et donc elles permettent, en électrifiant les usages, de décarboner d'autres secteurs. Au niveau de l'étude européenne, alors à la fois au niveau de l'AIE, il prévoit une forte électrification des usages, et ça on le voit partout. Au niveau de l'étude européenne, un prime, on voit même à la fois donc une augmentation forte de la consommation électrique, surtout à partir de 2030 avec l'électrification du transport. Mais on voit aussi ce paradoxe qui est qu'en même temps, donc, on diminue la consommation énergétique, mais on augmente la consommation électrique. Au niveau international, donc pour nous, il y a deux grandes conclusions de l'étude. La première, c'est que c'est finalement sur la France que repose l'indépendance, la compétence industrielle nucléaire au niveau européen. Donc on a vu en 2050, il faudra 40 gigawatts en France, mais il faudra aussi 70 gigawatts dans le reste de l'Europe. Et aujourd'hui, c'est la France, en fait, qui, par le renouvellement de son parc, va garder ces compétences-là et qui fait aussi une plus grande partie de l'investissement R&D européen, puisque c'est mal connu, mais l'investissement R&D de la Commission européenne est extrêmement faible via le programme Euratom. Pour vous donner une idée, c'est 300 millions d'euros, alors que sur les renouvelables, c'est 5 milliards. Donc, dernière recommandation, c'est de s'engager pour que la technologie nucléaire soit reconnue pour les services qu'elle rend et qu'elle puisse jouer son rôle. Alors, justement, c'était une question qu'on a posée au vice-ministre polonais hier. Il faut savoir aujourd'hui que dans la plupart des négociations climatiques, il y a de fortes oppositions à ce que le nucléaire soit présent. Pour vous donner une idée, le résumé pour décideurs fait par l'ONU à l'occasion de la COP 21, donc listait une vingtaine de solutions et il manquait juste le nucléaire, quoi. Et aujourd'hui, on est toujours en attente de savoir est-ce qu'on va pouvoir parler à Kratowice ou comment ça se dit, Katowice ou pas. On n'a toujours pas de confirmation qu'on a un événement, on n'a pas de confirmation qu'on a un stand. Enfin, vous voyez, c'est toujours très compliqué pour nous. Voilà. Donc, on attend de la France qu'elle joue son rôle. Alors, dernier point extrêmement important. Les États-Unis, qui sont pourtant a priori pas hyper pour la lutte contre le changement climatique, le Japon et le Canada ont lancé une initiative dans le cadre de la Clean Energy Ministerial. Alors, qu'est-ce que c'est que la Clean Energy Ministerial ? C'est que chaque année, tous les ministres de l'énergie se réunissent pour réfléchir sur les investissements qui doivent être faits en R&D sur les technologies bas carbone. Et donc, depuis l'année dernière, à Copenhague, il a été lancé une initiative spécifique sur le nucléaire de coopération internationale. Et donc, on attend de la France qu'elle puisse rejoindre cette initiative. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Valérie. Donc je vais demander maintenant à l'orateur suivant, François-Marie Bréon, de nous parler du rapport du GIEC. Ouais, donc moi j'ai pas de planche et je vais parler moins longtemps que Valérie. Donc je me présente très rapidement, je suis François-Marie Bréon, donc moi je suis physicien climatologue, je suis chercheur en climat depuis une trentaine d'années et maintenant je suis directeur adjoint d'un laboratoire qui s'appelle le LSCE, le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, qui est un des plus gros laboratoires français à travailler sur ces thématiques de changement climatique. J'ai participé à la rédaction du 5e rapport du GIEC, je n'ai pas participé à la rédaction du rapport qui vient de sortir, mais j'ai participé à sa relecture. Bon, et puis donc, à titre personnel, je m'implique pas mal dans le débat public, dans un cadre qui n'est pas strictement professionnel, donc autour de l'énergie, mais pas seulement. Je fais partie du conseil scientifique d'une association qui s'appelle Sauvons le climat, et puis du conseil d'administration qui est de l'Association française pour l'information scientifique. Donc je vais essayer de faire la part entre mes opinions personnelles et quand je parle un petit peu pour ma communauté climatologue. Voilà, donc en fait, ça va être facile, puisqu'on m'a essentiellement demandé de faire un résumé de ce qui est dit dans le dernier rapport du GIEC là, qui est sorti la semaine dernière. Donc je rappelle un peu l'historique
En fait, lorsqu'il y a eu la conférence de Paris sur le climat il y a presque 3 ans maintenant, la COP avait fixé comme objectif de limiter le changement climatique, enfin le réchauffement climatique à 2 degrés, sous les 2 degrés, mais même avec un objectif de 1,5 degré. Et puis, en même temps qu'ils faisaient ça, ils avaient donc demandé au GIEC de bien vouloir faire un rapport sur c'est quoi la différence finalement entre un climat à 1,5 degré et un climat à 2 degrés. Est-ce que ça fait une différence et puis un peu quelles sont les trajectoires qui permettent d'arriver à l'un l'autre de ces seuils. Donc le rapport vient de sortir. Hein, donc je suis ici pour vous faire le résumé avec un peu un focus sur le nucléaire. Donc très rapidement, en fait, les principales conclusions de ce rapport, c'est que oui, il y a vraiment de fortes différences entre un climat à 1,5 degré de réchauffement et un climat à 2 degrés de réchauffement. Donc le rapport liste un petit peu ces différences. Donc il y a des impacts sur les écosystèmes qui ne sont pas les mêmes, mais il y a aussi des impacts sur les populations humaines. Et en particulier, on montre que la différence de niveau des mers qu'on va avoir entre 1,5 et 2 degrés, elle est quand même significative. Et donc du coup, il y a quand même des populations qui se comptent en dizaines de millions de personnes qui vont être impactées ou pas, suivant qu'on arrive à cette stabilisation. Donc ça, c'est une des conclusions fortes. L'autre conclusion forte, c'est que oui, il est encore possible de limiter le changement climatique à un réchauffement de 1,5 degré, dans le sens où si on en arrêtait tout aujourd'hui, le climat continuerait à se réchauffer un petit peu, mais pas forcément, mais ne dépasserait pas 1,5 degré. Bon, mais donc quand le rapport dit que c'est encore possible, ça veut dire qu'il va falloir mettre tous les curseurs à fond. Et donc, il insiste bien sur la difficulté qu'il va y avoir pour arriver à faire ça. Voilà, donc cette difficulté d'arriver à stabiliser le climat est vraiment tout à fait mise en avant. Et puis donc, le rapport liste les différents curseurs qui peuvent être utilisés pour ça. Alors, vous savez tous, donc le rapport, en fait, finalement, il y a 2 rapports. Il y a un rapport dit complet qui fait plusieurs centaines de pages. Et puis, il y a ce qu'on appelle le résumé pour les décideurs qui fait une trentaine de pages. Il faut bien reconnaître que dans cette salle, je pense que les gens vont lire éventuellement le résumé, mais certainement pas le rapport complet. Donc, dans ce résumé, en fait, il y a 4 scénarios, un petit peu, de trajectoires, un petit peu, qui permettent d'arriver un changement climatique à 1,5 ou 2 degrés, et éventuellement en dépassant pendant un moment, mais en redescendant un petit peu le réchauffement d'ici la fin du siècle. Et puis, donc, ces scénarios diffèrent par, d'une part, le développement économique, et puis aussi par les outils qui sont utilisés. Est-ce que, par exemple, on fait ce qu'on appelle du carbon capture and storage, c'est-à-dire qu'on continue à utiliser du charbon, mais en récupérant le dioxyde de carbone qu'elle a sorti en l'injectant dans le sous-sol? Ou est-ce qu'on fait on recourt à des technologies plus actives qui consistent, par exemple, on prend une forêt, on laisse pousser une forêt, on la coupe, on la brûle, et puis on injecte le CO2 dans le sous-sol, et puis la forêt repousse par derrière, ce qui permet finalement d'extraire du carbone dans l'atmosphère. Mais évidemment, tout cela a un coût, et c'est pas forcément évident à mettre en place. Donc en fait, ces différents scénarios sont présentés, et il faut bien voir que les 4 scénarios qui sont présentés dans le résumé pour les décideurs prévoient tous une augmentation du nucléaire, plus ou moins rapide et d'amplitude variable. Donc celui qui prévoit une augmentation la plus faible dit qu'en 2050, on sera à 60% de plus que ce qu'on a aujourd'hui. Et puis celui qui dit... je reviens en arrière. Celui qui dit qu'il y a une augmentation seulement de 60% dit aussi que par contre, il y a une très très forte diminution de la consommation d'énergie dans le monde, donc ce qui a bien sûr un impact sur le niveau de vie des gens. Et puis par contre, celui qui dit non, on ne va pas toucher trop au niveau de vie des gens, donc à la consommation d'énergie, il dit qu'il faut multiplier l'usage du nucléaire jusqu'à un facteur 6. Donc vous voyez qu'il y a ça. Donc ces différents scénarios sont mis en avant dans le rapport pour les décideurs. Maintenant, vous pouvez aussi aller lire le rapport complet, qui là, pour le coup, fait vraiment un peu l'état des lieux de tout ce qui existe dans la littérature scientifique. Et là, qui dit bien que les scénarios sont extrêmement divers, et il y a même des scénarios qui prévoient qu'on peut limiter le changement climatique, enfin stabiliser le climat, même en se passant du nucléaire. Mais ça veut dire que, par ailleurs, d'une part, il y a une très très forte diminution de la consommation d'énergie, donc à nouveau de la qualité de vie, d'une certaine manière.
Et puis surtout qu'il va falloir utiliser d'autres technologies, comme par exemple les deux technologies que j'ai citées il y a quelques minutes. Donc bien sûr, il y a d'autres scénarios possibles. On peut faire sans nucléaire, mais ça veut dire que c'est encore plus compliqué. Enfin, en tout cas, ça nécessite d'une part de faire des gros efforts par ailleurs, et puis d'autre part d'utiliser des technologies qui ne sont pas forcément plus propres, parce que par exemple, ça va avoir, enfin, si effectivement toutes les forêts du monde doivent être gérées pour pomper du carbone de l'atmosphère, évidemment, ça a un énorme impact sur la biodiversité, chose que généralement les antinucléaires oublient de citer. Voilà, donc j'insiste quand même que suivant que vous lisez le rapport pour les décideurs ou que vous lisez le rapport complet, vous avez l'impression que tous les scénarios prévoient une augmentation du nucléaire ou pas. Ça dépend à quoi vous faites. Maintenant, dans le rapport complet, pour moi, ce qui est intéressant aussi, c'est de dire que donc, le rapport met en avant quels sont les freins au développement du nucléaire, mais il est bien dit que ces freins ne sont pas tellement techniques, que c'est plutôt des freins qui sont liés à l'acceptation sociale. Donc, ce qui, pour moi, montre bien que le problème, il est dans l'éducation, il est dans l'explication aux gens, et que peut-être que le nucléaire ne devrait pas être diabolisé comme il l'est aujourd'hui dans la plupart des médias. Et d'ailleurs, y compris dans le rapport du GIEC lui-même, moi j'ai lu des phrases dans ce rapport qui m'ont vraiment choqué, qui à mon avis ne correspondent pas à la réalité, comme par exemple on mentionne qu'on a détecté des leucémies autour des centrales ou des choses comme ça. Certes, il y a eu quelques articles là-dessus, mais enfin je pense que ça a été très largement démenti depuis. Donc je pense que la diabolisation du nucléaire qu'on voit beaucoup dans la plupart des médias se retrouve même dans le rapport du GIEC. Donc en conclusion, moi ce que je retiens quand même, je retiens deux choses du rapport. C'est que d'abord, ça sera extrêmement difficile vraiment de stabiliser, de contenir le réchauffement climatique à 1,5, enfin à 2 degrés et bien sûr encore plus à 1,5 degré. Donc vraiment, quand on voit ça, tous les outils disponibles doivent être utilisés. Et du coup, c'est vraiment certainement pas le moment de diminuer la production nucléaire comme il en est question en France aujourd'hui. Moi, c'est une des conclusions. Et puis quand même, la dernière chose sur laquelle je voudrais insister, c'est qu'aujourd'hui, ici, on parle beaucoup, on va parler électricité essentiellement. Faut bien voir que les émissions de CO2, certes l'électricité c'est quelque chose d'important, typiquement à l'échelle mondiale c'est à peu près un tiers des émissions de CO2 sont liées à la production d'électricité, mais ça veut bien dire qu'il y en a deux tiers c'est autre chose, et donc n'oublions pas ces 2 tiers. Qu'est-ce qu'on fait avec? Donc il y a des choses qu'on peut faire, on peut diminuer les usages, et puis je pense aussi qu'il va falloir électrifier un certain nombre de choses, ce qui veut dire probablement une augmentation de la production électrique. Je vous remercie. Merci beaucoup François-Marie. Donc je passe la parole à Michael Schellenberger pour nous faire partager un certain nombre de ses expériences et de ses messages. Thank you very much. Thank you for inviting me, Valerie. It's nice to be in France, and I'm sorry I don't speak French. My talk is called Every Hour is Earth Hour in France. Why does France turn off its lights during Earth Hour? Beautiful Eiffel Tower on the left, and during Earth Hour, to celebrate the environment, you turn off your lights. Why do you do that? This is the carbon intensity of Germany in red, and the carbon intensity of electricity for France in green. German electricity is 10 times more carbon intensive than French electricity. Why? Because France generates almost all of its electricity from nuclear and hydroelectricity. Just 8% comes from dirty sources, whereas most of German electricity is carbon intensive. Everybody knows why this is. France decided to scale up nuclear. It's in yellow here, and it replaced the burning of mostly of oil and some gas and peat. And you can see France is a model for the world.
In contrast, Germany is now become the climate villain. Its emissions have been flat since 2009, and it announced that it will not make its 2020 carbon emissions target by a lot, over about 150 million metric tons of carbon. Meanwhile, it's the best of both worlds in Germany. Not only is their electricity dirty, it's also expensive. It increased 50% between 2006 and 2018. Today, German electricity is 2 times more expensive than French electricity. Why is that? There was a very good study done by a young German economist named Leon Hirth. I don't believe his study was cited by the IPCC, probably because of IPCC's pro-renewables anti-nuclear bias. Nonetheless, what Leon Hirth found is that for every a 40%, when wind energy provides 40% of electricity, when wind is 30% of a grid's electricity, its economic value drops 40%. And for solar, when it reaches 15% of electricity, its value drops 50%. It's very easy to understand why. You're generating a lot of wind and solar when you don't need it, and you're not generating those forms of electricity when you do need it. That's the inherent problem of unreliable electricity. People talk about renewables. It's a misleading category. There's hydroelectricity, which is incredibly reliable and a very good way to provide power and to follow demand. And then there's solar and wind, which are random, stochastic forms of electricity. Why is it that we are not celebrating nuclear power? It's because we think it's dangerous. This is a study that was done around the world. Everybody thinks it's dangerous. If you ask people on the street, you ask people in the taxi, everywhere you go, you say, what do you think of nuclear? They say, I think it's dangerous. It's kind of obvious. And yet, it's the safest way to make reliable electricity. This is the most recent I've seen of the best peer-reviewed scientific studies from the British medical journal Lancet. You can't even see the deaths from nuclear here because there's so few of them, and yet we think the opposite. People think, well, what about wind? Isn't that safe? Turns out that wind kills more people than nuclear. These are 2 Danish maintenance workers who got caught in a fire. One of them died falling off the wind turbine, and the other one died caught up in the flames. Meanwhile, 7 million people die annually prematurely from air pollution, according to the World Health Organization. And as a consequence, nuclear has actually saved 1.8 million lives to date, according to a study using similar data as Lancet by the climate scientist James Hansen. So why do we fear nuclear? Well, there's just ongoing propaganda about things like nuclear waste. If you follow Greenpeace France, you would think that this is how France disposes of its nuclear waste, all over your wine country. In truth, this is the nuclear waste. You don't even need a hard hat, actually. You can go right up to it. It's never hurt anybody. I mean, just contemplate that for a moment. Never hurt anybody. What about the radiation from atomic weapons testing? What about radiation from Chernobyl and Fukushima? They account for 0.3%, 1/3 of 1% of all of our exposure to ionizing radiation is from nuclear. 84% is natural. Most of the rest is from medical exposure. So we're exposed to basically 0 radiation from nuclear. What about the Chernobyl accident? All of this, by the way, is from peer-reviewed sources listed at the bottom. What we find is that the Chernobyl cleanup workers, the guys who put out the fires and cleaned up Chernobyl, had an increased risk of mortality of 1%, but if you live in a big city, your increased risk of mortality is 2.8 times higher than if you were a Chernobyl cleanup worker. What about the waste? Solar produces 300 times more waste, it turns out, than nuclear per unit of energy. The waste is permanently toxic because solar panels contain lead, chromium, and cadmium, which are elements, and their toxicity never declines over time. You can see here that
nuclear uses about 6% of the material throughput of solar panels. And you require 5,000 times more land to produce the same amount of energy from solar that you do from nuclear. That's a calculation we made comparing the Ivanpah solar farm in my home state of California to Diablo Canyon, also in my home state of California. Just a tiny little patch of land is all you need to produce. They had to kill many dozens of our endangered desert tortoises in order to build that solar farm on the left. So maybe people are scared of nuclear weapons, and they mix up nuclear weapons. But what we find is that deaths from wars going from 1400 to 1945 increased and then drastically declined after 1945. So clearly, the fear of nuclear weapons is also misfounded. So where does it come from, this fear? You have to go back to 1960s, and it starts in rich countries, mostly in the United States, but also somewhat in Europe. Fears of too many people. This will start to give you a hint of why do we turn off our lights in France. Too many people. The fear was too many people, and that too much energy would create too many people who would destroy the environment. It would be little short of disastrous for us to discover a source of clean, cheap, abundant energy because of what we would do with it. Amory Lovins, by the way, was cited in the recent IPCC study, supposedly debunking the world's most famous climate scientist, James Hansen, on the issue of nuclear power. Lovins' paper was in a very obscure academic journal, whereas James Hansen's paper, which was never cited by the IPCC, was published in Science, the preeminent scientific journal in the world. Another scientist said, giving society cheap, abundant energy would be the equivalent of giving an idiot child a machine gun. Paul Ehrlich from Stanford. All of this many decades before there was concern about climate change, the idea was that energy was bad because it would create too many people and too much consumption. Our campaign stressing the hazards of nuclear power will supply a rationale for increasing regulation and add to the cost of the industry. This is from an American environmentalist, 1974. A nuclear accident could wipe out Cleveland and the survivors would envy the dead. So there was a concerted effort to terrify the public around the world. It was started in my home city of Berkeley, in my home state of California, and then we exported it to Europe and around the world. And you can see now the hysteria has spread. It's become multicultural. Starts in the United States. It goes to Germany, where it's very intense, and is in Korea. So what about energy? Do we really need to consume so much energy? Well, it turns out that there are no low-energy rich countries. On the left, rising up, is the amount of energy consumption per capita. On the right is the income per capita. You see, you need energy to develop. There's literally no exception to this. No country gets rich on wood and dung. We get rich by using fossil fuels or nuclear to move into the city and allows us to spare the natural environment. You can see in California, that's actually a humpback whale near our nuclear plant with some of the most pristine natural environment around it. This is in Germany. The idea is that nuclear plants are supposedly terrible for the environment. There they are, a little patch of land surrounded by a natural environment. This is a similar slide that Valerie showed. I'm going to show it in a slightly different way. $1.8 trillion was spent to build nuclear out to provide twice as much electricity as is provided by solar and wind in the little yellow and red. So we get twice as much electricity from nuclear for the same amount. If France goes through with its law and reduces nuclear to 50% on the right, it's going to have to increase its consumption of natural gas because solar and wind are unreliable. There's no other way to do it. So it's pretty simple, actually. France needs to replace the oil that you use for transportation with electric cars, and you need to replace the gas that you use for heating and cooking with electric cooking and the wonderful induction methods. It's very simple. Unfortunately, the world is set to lose more nuclear than it gains. France, which has this beautiful program, is currently losing the race to build new nuclear. You can see China and Russia are building it. Strikes me as madness if I were Vietnam or South Africa or Brazil or Turkey. If I had to choose between Chinese, Russian, or French nuclear,
I would go with the country that makes the best cheese and wine in the world, not the ones that are known for cheap consumer products. So we're trying to create a grassroots movement. Tomorrow morning, I fly to Munich, where we will have the first pro-nuclear grassroots protest in Europe, like we did in the United States. Thank you very much. Merci beaucoup, Michael. Donc les points que vous avez vus évoqués ici sont assez divers pour une partie. Pour d'autres, je pense qu'ils contribuent de manière assez claire, c'est aussi organisé pour ça, à vous exposer les principaux messages qui sont dans cette note. Parmi ces messages, juste 4 points. Le nucléaire est une énergie bas carbone. Je pense que la plupart des gens qui sont ici en sont persuadés, mais ce n'est pas forcément aussi clair pour la population. Bien sûr, c'est une des solutions, c'est certainement pas la seule, c'est une des solutions. Assez souvent, les scénarios qui sont présentés sont des scénarios qui montrent des trajectoires possibles. Il y a très peu de scénarios qui expriment des potentiels. Je voudrais juste rappeler qu'il y en a un qui a été fait par l'Alliance de recherche ONCRE, en charge de l'énergie dans notre pays. Le rapport de l'Alliance ONCRE, qui s'appelle Decarbonization Wedges, puisqu'il a été préparé pour la COP21, montrait qu'en 2050, le potentiel du nucléaire était relativement proche du potentiel de l'éolien ou du potentiel solaire, puisque l'éolien ou le solaire avait un potentiel de contribuer jusque chacun à 10% de la décarbonisation mondiale à l'horizon 2050. Le nucléaire était finalement pas très loin derrière, avec de l'ordre de 7-8%. Donc en termes de potentiel, il est élevé. Essayons de saisir cette chance. Le point qui a été aussi beaucoup dit, c'est que nous sommes en risque climatique de plus en plus certain. Et puis que la France a un rôle, je voudrais juste insister là-dessus avant le débat, la France a un rôle tout à fait particulier en Europe, parce qu'elle dispose justement de cette technologie. C'est la dernière en France, on l'a dit dans la note, qui est capable de concevoir, de construire, d'opérer, de démanteler des réacteurs nucléaires. Et comme l'a aussi montré Valérie, on voit bien qu'il y a une superposition relativement bonne entre les gros pays émetteurs de gaz à effet de serre et ceux ou les grandes zones, ceux qui maîtrisent le nucléaire. En Europe, c'est la France qui maîtrise le nucléaire. Donc la politique énergétique française va elle-même avoir une influence majeure sur cette capacité à développer le nucléaire, cette option nucléaire, non seulement dans notre pays, mais aussi en Europe. Je crois qu'il faut le dire, et c'est un des objectifs qu'on s'est donné dans ce rapport. Voilà pour cette première partie. Maintenant, la parole est à vous. Je vois beaucoup de mains qui se lèvent. Alors Valérie me souffle dans l'oreille, peut-être. Maybe we can turn to Michael, and if you can add a few words about your organism in order to explain what you are doing and what is your main task. Okay. What are your main tasks? Okay, thank you. So I am an energy and environmental researcher. I run Environmental Progress, which is a NGO in California. Before that, I was co-founder and president of Breakthrough Institute. We are independent. We have the good fortune of being supported by independent philanthropists. We actually have a pro-nuclear environmental movement in the United States. It's been active for about 10 years. And we do research, but we are also very activist and are organizing protests and support. And to date, over the last 2.5 years, we've helped to save 14 nuclear reactors in New York, Illinois, South Korea, Connecticut, and New Jersey. Is that sufficient? Thank you very much. Okay. Yes, it is. Bien, donc des questions. Monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter puis poser votre question? Il y a un micro qui se promène là-bas. On va vous donner le micro, puis après on vous le repasse. Un non-ancien de l'énergie, j'y suis venu pour contrer Gérondeau, et de là j'ai fait connaissance avec Sauvons le climat, les IESF et Voix du nucléaire. Alors, je voudrais revenir sur la situation française. La France a eu un succès diplomatique en organisant la COP21. Elle a pris un engagement de réduire de 40% d'ici 2030, c'est-à-dire que nous sommes partis de 500 millions de tonnes d'émissions en 90, et nous devons en faire 300 en émissions nettes
en 2030. Aujourd'hui, on est à la moitié, à peu près à 400. Mais nous sommes sur des tendances plates. Or, tout le monde sait que des tendances plates, ça ne se renverse pas comme ça. Et je voudrais être très concret, puisque je viens du monde de l'entreprise, et je sais que les visions à long terme, que ce soit la neutralité carbone ou divisée par 4, c'est très bien, mais ça passe par des plans court terme et moyen terme réussis. Bon. Alors, je voudrais proposer, à la suite du débat qui a été très riche, des solutions opérationnelles avec des technologies qui existent aujourd'hui, qui permettraient à la France de recoller à une trajectoire de progrès, car 2030, c'est du moyen terme, mais c'est du court terme décisionnel pour notre pays, d'où l'importance du débat actuel. Premier sujet, logement tertiaire. Dans le débat, vous avez un cahier complet, je le reprends, le cahier d'Eden Energy. Il propose de diviser par 2 les émissions, en divisant... Juste un point de méthode. En fait, le débat ici, c'est pour poser des questions. Donc, Oui, si vous, mais si vous avez des déclarations à faire... Et aux orateurs essayez, pour dire ce qu'ils en courtes. pensent. Eden Energy divise par 2 les émissions du logement. Solution, un critère de régulation qui ne tient compte que du CO2 et les moyens financiers pour mettre des pompes à chaleur et isoler. Deuxième domaine, on parle beaucoup de la mobilité électrique. Aujourd'hui, voiture électrique, 1,1% du marché qui n'a jamais tort, c'est la question que je pose, c'est nous qui ne savons pas lui parler correctement quand ça ne marche pas. Et le Premier ministre vient de lancer un plan vélo, c'est très bien, le cycliste que je suis d'accord, mais on pourrait lancer 2 plans court terme avec des technologies opérationnelles. Bon, bus électrique, ça marche pour les bus de la vie quotidienne. Camionnette électrique, les constructeurs ont des modèles. Pourquoi le Premier ministre ne le ferait pas ? 10% des émissions. Troisième solution, l'industrie. L'industrie, surtout que le gouvernement ne s'en mêle pas. Est-ce que vous savez qu'elle paye le courant électrique ? Les petits sous-traitants d'Airbus payent 2 fois plus cher le courant que ceux de Boeing. Et nos petits sous-traitants, ils payent le courant avec ce qui hérite de la CSPE, 22%. Solution pour que l'industrie utilise l'électricité, la détaxer comme le gouvernement vient de le faire pour les data centers, où il a divisé par 2 la CSPE pour que les data centers se localisent en France. Donc votre question, c'est qu'est-ce qu'on attend pour mettre en œuvre tout ça ? Pour faire du court terme, plutôt que de rêver sur le long terme. Et les conclusions du débat actuel, PPE, ne répondent pas aux objectifs de la France, n'offrent pas de solution qui respecte nos engagements, garde la compétitivité de l'industrie et respecte le pouvoir d'achat des ménages et enfin assure la sécurité électrique. Bon, merci. Voilà, merci. Donc ça, c'est plutôt une déclaration qu'une question. Je ne pense pas qu'il appartienne à quelqu'un dans cette table de répondre à la question, quoique je me tourne vers nos orateurs. Non, moi je m'en garderai bien aussi, parce que sinon je serais peut-être plus long que monsieur, donc je vais vous demander de poser des questions et qu'elles soient courtes, s'il vous plaît. Monsieur. Monsieur Crochon, retraité du secteur nucléaire. Je ne comprends pas bien la figure 2 de la brochure de la SFEN, dans laquelle on compare le nucléaire avec les énergies renouvelables. Parce que pour moi, ce sont des choses qui ne sont pas comparables. Les énergies renouvelables sont des énergies intermittentes, et donc elles ne peuvent pas être comparées aux autres secteurs de production d'électricité. Il faudrait comparer le nucléaire avec les énergies renouvelables, plus un complément qui leur est indispensable en gaz ou en charbon. On ne peut pas comparer le nucléaire ou le charbon ou le gaz avec les énergies renouvelables. C'est évident. Je peux vous répondre. C'est évident qu'ils ne rendent pas les mêmes services, mais on est bien obligé quand même de faire un calcul de life cycle analysis sur chacune des énergies. Après, elles sont au sein d'un mix qui permet d'équilibrer le système électrique, mais le fait de savoir combien elles émettent individuellement, c'est intéressant. Enfin, en tout cas, c'est l'objet du travail qui a été fait. Oui, enfin, c'est effectivement possible de le faire. Donc manifestement, là, on vous a présenté une partie d'un raisonnement qui peut être plus poussé. Vous avez un rapport qui vient de sortir, qui a été fait par l'OCDE, l'Agence pour l'énergie nucléaire, qui est le Full Cost of Electricity. Et dans ce rapport, vous avez pratiquement l'ensemble de tous les effets induits par les types de production électrique, quels qu'ils soient. Et notamment, vous avez une partie sur cette question-là, qui est d'embarquer avec l'usage de chacune des énergies, d'embarquer les conséquences dans un mix électrique. Mais là où ça devient très compliqué, et on est dedans aujourd'hui, c'est un des défis qui est posé aujourd'hui à l'économie des systèmes électriques, c'est que ce genre de résultat, il devient contingent au mix électrique dans lequel on traite le sujet et à une date donnée.
Donc voilà, ça devient extrêmement difficile. Déjà pour ça, c'est un peu compliqué. Je vois Denis Lebouche qui opine en disant que déjà les analyses d'ACV ne sont pas simples, mais celles-là sont encore plus complexes. Néanmoins, vous avez une bonne revue de la littérature dans ce rapport que vous avez sur Internet, sur le site de l'AEN. Une question de Myrto Tripati. Ah non, qui n'a pas le micro, donc voilà. Non, Myrto, excuse-moi, on va laisser la personne qui a le micro, puis après tu vas pouvoir le prendre. Jacques Truche, conseiller maître Cour des comptes, le Bondeur de gloire a été entre 76 et 81 de superviser à Matignon la construction des centrales nucléaires. Voilà, pour vous situer où je suis. Non, j'ai une première question. Est-ce que le slide de notre ami américain, les slides seront sur votre site? Car je souhaiterais pouvoir m'en servir comme ce qu'a dit Valérie, si vous voulez, pour... j'allais dire des usages en ce qui concerne un site internet dont je m'occupe. Bon. Ma question est la suivante. Est-ce que le modèle que nous a montré notre ami américain sur, je dirais, la décroissance de la rentabilité de l'éolien et du solaire peut s'appliquer, si je puis dire, de façon intégrale? En Australie, a été faite une étude qui montre que plus on construit d'éolien et de solaire, plus la rentabilité financière tend vers zéro. Alors, est-ce exact ou pas? Ça, c'est une question que je lui pose. Et ma deuxième question, pourquoi vous n'avez pas évoqué, je dirais, ce qui s'est passé cet été, à savoir que la montée de la température moyenne entraîne une moindre rentabilité du solaire et de l'éolien, du fait qu'il y a moins de vent et que les panneaux solaires se couvrent de poussière. Michael. Okay, thank you for that. In answer to the last question, it's because I didn't have enough time. But I did write an article for Forbes about how a number of anti-nuclear countries, including South Korea, we're going back to nuclear during the summer in order to deal with the heat wave and the higher electricity demand from air conditioning. And as to the second question, yes, I think that solar and wind are basically parasitic forms of energy in that they sap the economy and the energy system of its wealth. It's basically a way of transferring wealth from electricity consumers to solar and wind developers because of this very simple issue of the energy returned on energy invested is so low. So there was a very good study actually done by a German think tank, again I didn't have a chance to show it, which just shows that nuclear and hydro, which are also the keys to decarbonization of power grids and energy, primary energy as well, are also the highest in terms of the energy returned on energy invested, which is a very nice way to look at it because it's a simple physical measure and you don't have to get into all the hidden costs and subsidies, that are often used to manipulate economic analyses. And what it found is that solar and wind are very low in terms of their return, their energy return on energy invested. So I think you're right. I thought that I showed the Leon Hirth slide around the declining economic value of solar and wind, which I think expresses the identical phenomenon as the lower energy return on energy invested. And I will tweet out all of the slides later today, and they will be available on our website as well. Je voudrais faire une remarque parce que j'ai oublié de lire quand j'ai parlé. On a fait un encart dans le papier sur la résistance des centrales nucléaires aux événements naturels, à la fois en sécheresse, puisqu'on a une statistique qui correspond à la perte de production qu'il a pu y avoir sur les vagues de chaleur, et elle est très faible, elle est moins de 2% en fait en historique, puisque vous savez que l'été, EDF privilégie les centrales en bord de mer par rapport aux centrales en rivière, sur lesquelles il peut y avoir à des moments donnés, en effet, pour des questions de réglementation, ils doivent en effet baisser la production. Il y a un épisode suédois de cet été où l'eau de mer, cette fois-ci, était à 25 degrés, mais c'est pour des questions aussi de réglementation et démonstration de sûreté qu'ils ont dû arrêter la centrale. Mais les centrales nucléaires fonctionnent très bien en environnement tropical, donc c'est pas du tout
la température de l'eau de refroidissement n'est pas un sujet pour les centrales nucléaires. Mais il y a des épisodes moins connus. Il y a un épisode de grand froid dans le nord des États-Unis qui s'appelle Vortex, je crois, où à cette époque-là, la question qui s'est posée, c'est qu'en fait, les réseaux de gaz étaient saturés par les besoins de chaleur. Et donc, c'est les seules centrales nucléaires qui ont fonctionné pendant tout l'épisode de grand froid pour produire l'électricité, plus des épisodes de tempête l'année dernière et cette année. On a vu que les centrales nucléaires sont très bien comportées à la fois en Louisiane et en Floride. Donc, soit elles ont continué à fonctionner pendant l'épisode de tempête, soit elles ont été arrêtées, là encore à la demande de l'autorité de sûreté. Je crois que c'est ce qui s'est fait récemment, mais elles ont redémarré en toute sûreté juste après. Voilà. Donc ça, on l'a bien documenté aussi dans la note. Voilà. Alors juste un point pour revenir sur revenir rapidement, mais sur la variation de la valeur des énergies variables en fonction de leur pénétration dans les systèmes électriques, ce qui a été montré par Michael tout à l'heure. Dans les travaux de Hirsch, c'est des travaux qui sont faits à technologie constante, sans prendre en compte les effets dynamiques. Ça veut dire que, effectivement, si on se dit d'un seul coup, dans un parc donné, on va mettre du nucléaire, on va le faire pénétrer de 10, 20, 30, 50%, à ce moment-là, la valeur du vent, et surtout celle du solaire, d'ailleurs, décroît plus rapidement et décroît nettement. C'est un phénomène qui se manifeste de manière significative au-delà de quelques dizaines de pourcents, mais qui démarre assez vite. Quand on regarde les scénarios, il faut bien faire attention à ça. Les scénarios de décarbonation, bien évidemment, vous l'avez vu, ils s'étalent sur des décennies et des décennies. Donc ce résultat-là, il devient de moins en moins vrai. Surtout qu'on ne dise pas que la valeur du solaire et de l'éolien a des taux de pénétration de l'ordre de 30 ou 40% dans les systèmes électriques américains ou européens en 2050, va être de la moitié seulement de la valeur pour quelques pourcents. Ça, c'est absolument faux, parce que les systèmes électriques vont être complètement différents. La technologie va changer et l'optimisation globale des systèmes ne sera plus la même. Simplement, ce genre de courbes-là, qui effectivement ont un peu révolutionné l'économie des énergies variables il y a 5-10 ans, ces courbes-là, elles montrent qu'il faut régler la vitesse à laquelle on va et ne pas se précipiter. Mais de toute façon, on sait bien que, vu les capacités de mobilisation à la fois financières et industrielles, les rapidités de pénétration, même si elles sont relativement importantes, voire l'Allemagne, elles sont quand même pas infinies. Donc, je voudrais quand même relativiser ces courbes, parce que parfois, on leur fait dire des choses dans le long terme qui ne sont pas entièrement justes. Voilà pour ce point. Myrto. Merci. Ah, ben non, alors, excusez-moi. Je me permets quand même de compléter, dans le rapport du GIEC dont j'ai parlé tout à l'heure, dès 2030, donc tu vois, 2030, c'est pas des décennies et des décennies, on prévoit 60% de l'électricité mondiale qui est faite par les renouvelables. Hein. Donc le coût de la valeur, ça va se poser très très vite, quoi. C'est tout là, mais après on pourra discuter, savoir s'ils sont réalistes. Oui, Myrto, vas-y. Merci beaucoup à tous les quatre pour vos interventions. Myrto Tripati, présidente de Voix du nucléaire. Ma question porte sur la conclusion à laquelle vous êtes tous arrivés, qui était qu'en fait, on n'a pas un problème de fait, on n'a pas un problème de technologie, on n'a pas un problème de capacité ou de compétence, on a un problème d'acceptabilité. Et cette question de l'acceptabilité, elle est au niveau du grand public, de l'opinion, des jeunes, de la sphère médiatique, parce que c'est eux qui nourrissent les politiques et qui encouragent les politiques à ne pas risquer intégralement leur carrière sur une décision qui, pourtant, pour beaucoup d'entre nous ici, fait du sens. Comment proposez-vous d'amener tout ce que vous nous avez présenté auprès de la jeunesse, auprès du grand public, dans la sphère médiatique? Qu'est-ce que vous attendez de nous pour vous aider à le faire? Voilà, c'est ma question. Merci. Alors, peut-être, Michael, souhaites-tu répondre à cette question pour tes activités à toi? Well, I mean, I think that I agree with you, Myrto, as you know. I think, though, that the nuclear industry has to change. It's not enough for those of us in civil society. I have a budget of under $600,000 a year, so I'm very limited in what I can do. So I think it's up to the industry. You know, the nuclear industry is brilliant at standardization, at quality, at improving performance, but it's absolutely terrible at engaging with the public. For really, and I'm writing a book on this, the engineering mentality has treated the public very arrogantly and in a very authoritarian way, basically telling the public, don't need to worry about that,
you're hysterical, you're emotional. It's a sexist industry in many ways. It's male-dominated. And the problem isn't just that it's male-dominated, is that it's also overly masculine. It's not, it doesn't have enough of a kind of generous, more feminine energy, which is about engaging people, including their emotions, which are neither right nor wrong. They're just what they are. And so I think what we have to do is become more humanistic. And we have to engage with people on their concerns. That's misinterpreted often as people thinking that facts don't matter. That's not what I'm saying. I'm saying that emotions matter and facts matter, and you have to start with people where they're at with their emotional lives. People get in the grip of particular emotions, particularly fear on this issue, and you have to deal with the emotional life and then present the scientific evidence at the same time. And this can work. And I'll point to one example from South Korea. The new president of South Korea, who came into power last year, was very anti-nuclear. He wanted to stop construction on 2 new nuclear reactors. He decided, to his credit, to have a citizens' jury, which is a very novel concept in South Korea. It's a very novel concept anywhere, which was the idea that he was going to have about 1,000 ordinary people randomly selected, a representative sample from the population, to deliberate over several months with sort of 2 intensive 3-day weekends where they heard from both sides. And when the nuclear industry first heard about this, they went to court to try to block it. And I think this is an example of the arrogance of the nuclear scientific and industrial communities, where they said, well, the people shouldn't decide this. This should be left to us experts to decide the future of South Korean energy policy. But of course that doesn't work because the energy experts are in disagreement, as the IPCC shows. The reason that it's so impossible to read these IPCC reports, they're so convoluted and the language is so contradictory and confusing, is because the energy experts don't agree. They have these arguments, I know from people that are on there, they have these arguments, they can't resolve them, so they end up writing what we call in English word salad. I don't know what that is in French. Salade de parole, no sé. I don't know. And so, but the good news is that the nuclear engineers and scientists lost in South Korea. The citizens' jury went forward, and the nuclear scientists had to put forward somebody who was very humanistic, who was very gentle in his presentation, and he carried the day. And the support for nuclear in the citizens' jury went from 40% to 60% over a matter of months, just because they were presenting the science and the facts in a more humanistic, more authentic way. So I think the journey for the nuclear industry is to go from being robotic, machine-oriented engineers to being the humanistic human beings that the industry is, because the industry is comprised of human beings. It's not about the reactors, right? It's about the people that maintain and build them. So I think that this is another area where France can lead the way, since this was a country that really led in so many ways a humanistic revolution in political affairs. Merci pour ces rappels, Michael. C'est vrai que ces sujets sont très importants. Ils le sont aussi pour la SFEN, qui a créé une section récemment sur les sciences humaines et sociales et le nucléaire, sujet sur lequel on réfléchit beaucoup, avec juste une question d'attitude. Assez souvent, si on parle d'acceptation, l'attitude qui peut être la nôtre, c'est de dire on est sûr qu'on a raison, donc il faut faire accepter. Et on a plutôt souvent une démarche utilitariste pour dire quelles sont les méthodes qui vont nous permettre de faire valoir notre bon droit parce que nous avons raison. Ça, c'est clairement pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est déjà d'essayer de comprendre ce que nous disent les différentes communautés de sciences humaines et sociales, qui sont extrêmement variées et qui souvent ne sont pas d'accord. C'est un véritable archipel, donc difficile de se diriger sans boussole et sans constructeur de pont là-dedans. Mais c'est comme ça qu'il faut faire, c'est-à-dire essayer de comprendre le monde dans lequel on vit à travers ce que
nous disent ces gens-là. Et une fois qu'on a commencé à comprendre un petit peu, ce qui est ardu et qui prend du temps, à ce moment-là, peut-être on peut arriver à progresser. Mais aujourd'hui, en fait, on est encore là. Valérie, un mot. Oui, pour compléter ce que tu viens de dire, donc la fameuse section 17, la nouvelle, elle s'est réunie pour la première fois. Elle a fait son premier séminaire fermé hier avec des scientifiques d'Oxford à l'ambassade des Britanniques à Paris. Donc, le travail a commencé. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait il y a un certain temps un séminaire avec Gérald Bronner. Et ce que disait Gérald Bronner, c'était exactement ça. Il disait les gens n'ont pas raison de croire, mais ils ont des raisons de croire. Et c'est à nous de comprendre justement leur itinéraire intellectuel et émotionnel, comment ils en sont arrivés là. Et dans ce fameux film, vous savez que nous avons pas mal projeté Pandora's Promise, où justement Michael est présent. Enfin, moi, je l'ai vu plus d'une dizaine de fois parce qu'on l'a projeté partout en France et les groupes légionaux de la Sphène l'ont projeté. Et donc, c'était vraiment marrant parce qu'à chaque fois que je le regardais, ce que je trouvais que c'était extrêmement intéressant dans ce film, c'est de voir les itinéraires, justement. Ce qui vient montrer, c'est comment on devient antinucléaire, quelles sont les expériences auxquelles on est confronté et pourquoi finalement on devient antinucléaire. Et je pense que c'était pour moi la partie la plus intéressante du film. Donc ça m'obligeait à me mettre à la place de quelqu'un d'autre et de voir son itinéraire et pourquoi il arrivait à penser ça. Et c'est vraiment, je pense, le travail que nous devons faire, chacun d'entre nous. On doit vraiment pouvoir écouter. Et quand on en parlait hier avec Maxence Cordier qui est là, qui rejoint le CEA là bientôt, d'écouter les gens et de comprendre justement leur itinéraire et pourquoi ils en arrivent à penser ce qu'ils pensent, je pense que c'est vraiment un point absolument important de notre travail. Alors, qui a un micro en main, puisque c'est comme ça que les choses se règlent. Voilà. Oui, je voudrais peut-être porter une question, ou peut-être une suggestion, je ne sais pas, aussi bien à la Sven qu'à Michael. C'est que je crois qu'il y a une chose qu'on oublie trop, c'est l'aspect temporel de ce qui est devant nous. Et je suis tout à fait d'accord avec Jacques Peter quand il disait que l'essentiel, c'est d'être très pragmatique à court terme avec les technologies qui marchent. La raison est qu'on est en train, si on ne fait pas maintenant, dans les 10 ans qui viennent, on constitue une dette gaz carbonique pour les générations futures et on va constituer aussi une dette économique. Et c'est là que je veux en venir. Je pense qu'il y a une chose qu'on devrait regarder, c'est que si je ne suis pas efficace dans les 10 ans qui viennent, je vais reporter des dépenses efficaces que je ne fais pas maintenant à des dépenses qui seront forcées et qui seront probablement douloureuses dans 20, 30 ou 40 ans. Et il me semble qu'on devrait faire l'étude économique de ces retards à développer la lutte contre le changement climatique. Je donne un exemple qui pourrait être étudié facilement. Ça pourrait être la France. Je supprime 25% de nucléaire et je rajoute seulement 10 ou 12% de gaz. Qu'est-ce qui se passe ? Je regarde le cas Allemagne dans les 5 ans qui viennent. J'arrête les 9 gigawatts de nucléaire qu'ils vont arrêter. Ils vont maintenir les rejets de CO2 de l'électricité pendant 10 ans de plus. Qu'est-ce que cela leur coûtera dans 30 ou 40 ans ? Et je pense que là, il faudrait développer cet aspect économique qui sera douloureux socialement. Oui, alors je vais peut-être répondre à cette question, parce que c'est une question qui est bien connue depuis très longtemps par les économistes. Donc déjà dans les années 70, on se l'est posé. Hein. Tous les travaux de Mann, par exemple, c'est le Nordhaus qui a été le premier qui a montré tout ça. Après, il a été suivi par d'autres comme Nicolas Stern. Le facteur essentiel qui permet de répondre à ces questions, c'est le taux d'actualisation. Ça, c'est clair. C'est quel est le poids qu'on donne aux générations futures. Et donc, selon qu'on prend un taux d'actualisation comme Stern autour de 1%, ou qu'on prend un taux d'actualisation comme Nordhaus autour de 5%, on a des résultats qui sont complètement différents et on peut en discuter très longtemps. Donc, bien sûr, les questions que tu poses, on peut essayer d'y répondre avec des outils économiques qui sont faits pour ça, mais de toute façon, on aura toujours des gens qui auront des avis contradictoires parce qu'ils incarneront des tendances de la société différentes et qui s'objectiveront dans des taux d'actualisation différents. Donc voilà, c'est un très très vieux débat. Et il y a des armoires entières qui en sont pleines. On continue à y travailler. Est-ce qu'il y a d'autres micros qui se promènent ? Bonjour, Maxence Cordias, commissaire à l'énergie atomique. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'avais une question. Le rapport du GIEC appelle donc à augmenter la part du nucléaire dans plusieurs de ces scénarios. À terme, ça pourrait quand même causer des tensions sur l'uranium, surtout avec les technologies actuelles. Et donc, quid des réacteurs à neutrons rapides qui permettraient de repousser cette limite-là. Donc, quid en France et quid aux États-Unis. Merci. Donc, pour ce qui est du rapport lui-même, ils en parlent pas du tout.
Mais je pense qu'effectivement, les gens qui travaillent là-dessus savent bien qu'il faudra passer au réacteur à neutrons rapides à terme. Mais en tout cas, ce n'est pas mentionné proprement dans le rapport du GIEC. Il y a aussi beaucoup de travaux là-dessus, dont certains par Sauvons le climat. La contribution commencera à être significative seulement si on lance ces actions-là vers 2100 et pas avant. Il y a des temps caractéristiques qui font que c'est une solution extrêmement intéressante, mais qui ne peut pas se développer à une vitesse infinie pour des raisons de taux de surgénération qui permet de récupérer du plutonium pour reconstruire les réacteurs. Dernière question, puisque le temps passe. Une question, Jean-Philippe Brett, donc Association des écologistes pour le nucléaire et Sauvons le climat. Qu'est-ce que vous pensez des scénarios Négatep pour la France et GISOC pour le monde ? J'ai vu les scénarios RTE, les 5, aucun ne permettent de réduire les gaz à effet de serre d'un facteur 4 en 2050. Ils permettent simplement d'augmenter de 9 milliards d'euros la facture. Donc Négatep propose de monter à 100 gigawatts pour arriver à tenir cet objectif de facteur 4. Donc 48% d'énergie finale en nucléaire en France. Le GISOC propose non pas de multiplier par 6, mais multiplier par 20, voire 40. Il faut savoir que multiplié par 6, on passe de 400 gigawatts à 2400. On ne va pas supprimer le charbon de cette manière-là. Et on compte trop sur le stockage du CO2 apparemment. Donc est-ce qu'il n'y a pas des scénarios qui sont scientifiques, qui vont réussir, qu'il faut promouvoir, plutôt que de s'en tenir à la loi ELLV actuelle ? Ma réponse très courte par rapport à ça, pour rebondir sur quelque chose que j'ai dit tout à l'heure, la problématique n'est pas tellement technique, mais c'est un problème d'acceptabilité sociale. Et donc, même si moi je pense qu'effectivement le scénario Négatep serait pour la France, attention, parce que le changement climatique c'est quand même un problème mondial et pas uniquement un problème français. Donc même si je suis persuadé que le scénario Négatep est bon pour la France, on aura du mal à le faire accepter vu l'ambiance qui règne aujourd'hui. Oui, ça incarne un peu ces scénarios, les deux extrêmes qu'on a vus notamment dans le débat sur l'énergie avant la loi de transition en France, avec des scénarios qui sont très, très sobres en énergie d'un côté, et avec ce type de scénario, on peut potentiellement se passer de nucléaire, mais dans ce cas, il faut être vraiment très, très sobre, et des scénarios dans lesquels on pratique massivement la substitution d'électricité bas carbone aux énergies fossiles. Donc on ne va pas décerner des médailles, on sait que c'est difficile. Le scénario GISOC, il est quand même très très favorable en termes de facteurs de surgénération et à mon avis il n'est pas complètement réaliste à ce titre. Donc je vais décevoir ceux qui souhaitent poser des questions maintenant car nous avons dépassé notre temps et nous souhaitons le respecter. Je vous remercie beaucoup tous d'être venus ici. N'hésitez pas à parler de ce rapport autour de vous. Si vous voulez des informations complémentaires sur les travaux de la SFEN, évidemment, notre site internet vous est ouvert. Au revoir à tous et très bonne journée.